Vous êtes toujours à l'écoute du 666, l'émission Split Screen jusqu'à 22h et quelques pour vous parler de l'actualité cinéma. Là, on vient d'écouter un autre. Alors, c'est toujours Over Phoenix, non? C'est ça le. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Toujours avec cette semaine des morceaux beaucoup plus mélodiques en fait, plus mélodiques, moins on va dire cinématographique, moins composition cinématographique. Ah oui, de toute façon, c'est un groupe qui compose pas pour l'écran à la base, mais qui s'est prêté en tout cas à l'exercice que tu souhaitais. Et puis on peut sortir un petit peu de la musique de film. C'est vrai. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai que ça fait des années qu'on fait de la musique de film, mais pourquoi pas essayer écouter autre chose, hein. Exactement, mais on viendra quand même à la musique de film. J'écoute plein de choses à côté, hein. C'est vrai. Tu n'es pas que. Non. Tu vas dire quoi déjà? Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, parce que je dis à Jackie, parce que j'ai pu assister à un concert la semaine dernière au Festival de Coutances, de Dead Combo. Et au fait, je connaissais pas du tout. Et le résumé parlait de entre David Lynch et Ennio Morricone, musique de western, tout ça. Et c'est vrai que c'est une musique très enveloppante et qui a, enfin, on se croirait dans un western. Et mais aussi parfois chez Pedro Almodovar. Donc c'est un super groupe que moi je connaissais pas du tout, et c'est vrai que ça se prêterait complètement à l'écoute. À la limite, en entendant ces musiques là, on cherche le film tellement ça a l'air d'être une musique de western ou une musique de cinéma. Donc c'est vrai que c'est bon, voilà, quand on dit sortir un peu du cinéma, Dead Combo, c'est vachement bien. Bon, à conseiller un autre groupe à conseiller après Over Phoenix ce soir, Dead Combo. Moi, je vais revenir très rapidement là avant de parler, de rendre hommage. Tiens, on pourrait peut-être rendre hommage tout de suite. On va la mettre au deuxième possible. On va rendre hommage tout de suite. Puisqu'il nous a quitté la semaine dernière, donc il y avait pile une semaine, parce que c'était mardi dernier. C'était mardi dernier, ouais. Il avait 92 ans, c'est ça. Donc il s'agit en fait il a été qualifié comme tel, hein, donc on va reprendre le titre, de maître des effets spéciaux, qui est ce Britannique avec Willis O'Brien, quoi. Oui, qui était son père spirituel. Mais il y a un an, il y avait un autre grand maître des effets spéciaux qu'ils avaient quitté. Il y a un an, est-ce que c'était il y a un an? Carlo Rambaldi? Non, je pensais en fait à comment ça s'appelle le nom m'échappe, qui avait travaillé sur Terminator entre autres. Stan Winston. Il est pas mort, Stan Winston. Je confonds avec un autre. Non, il y a un an, il y a quelqu'un d'autre en fait qui était un grand. Stan Winston, je connais là par contre. C'est pas Stan Winston. Bref, je retrouverai les informations. Mais non, il est pas mort. Réjouissons-nous, il est pas mort, mais il est pas mort, donc il fera pas partie de la rubrique Neko. Mais revenons tout de suite en fait à Ray Harryhausen et pourquoi en fait, je pense, pourquoi en tout cas, il a touché, je pense, on va dire pas public large, mais on va dire le milieu et on va dire au-delà du milieu, ce grand homme au travers de toutes ses collaborations. Je pense qu'il a je faisais allusion à Willis O'Brien parce que Willis O'Brien c'est le concepteur des effets spéciaux de King Kong et Ray Harryhausen est venu c'est en découvrant King Kong en fait au cinéma qu'il s'est dit j'ai me voué mes prochaines années à faire ce qu'il fait quoi. Alors qu'au départ c'était pas trop ça. Harryhausen il était plutôt il était quand même porté par tout ce qui était un petit peu le côté art plastique. Très tôt, il commençait à faire, comme il expliquait, il y a un bouquin de mémoire qui est sorti à cet effet, où il expliquait qu'il faisait dans le grenier de ses parents, il commençait à faire des sculptures en pâte à modeler, donc déjà ça le titillait bien. Et en fait, il a eu donc très tôt la possibilité ce qui l'a conforté ensuite à vouloir se destiner aux effets spéciaux. Il a pu approcher son idole Willis O'Brien, qui l'a encouragé. Il avait déjà commencé à concevoir, à commencer à sculpter, parce que c'est ça en fait aussi le génie d'Harryhausen à la base, c'est pas simplement arriver à faire bouger donc des figurines. C'est aussi déjà à les concevoir, à les inventer et à les sculpter. Donc c'est pour cela que c'est vrai que ça serait très réducteur de dire qu'en fait que Ray Harryhausen faisait de l'animation image par image. On va y revenir plus précisément après. Mais il a une formation. D'ailleurs, sa formation elle est dans les arts plastiques, mais photographe, sculpteur. Donc voilà. Et avec l'appui de Willis O'Brien, il va très vite, il va avoir la chance de se connecter avec les personnes qu'il faut. Ray Bradbury aussi, il va devenir un proche de Ray Bradbury. Et chemin faisant, donc très tôt, il va en fait avoir la chance d'être l'assistant de Willis O'Brien sur Mighty Joe Young, qui est une sorte de démarquage de King Kong, mais de façon beaucoup plus rigolote. Et il va avoir la charge de s'occuper de tout ce qui est les effets du gorille.
Donc c'est une sorte de film d'aventure pour enfants. Je sais plus sous quel nom c'est sorti en France. Il y a eu un remake dans les années 90. Le monstre vient de la mer. Mon ami Joe, un truc comme ça. Mon ami Joe, d'accord. Mon ami Joe, c'est vrai, d'accord, avec un gros gorille. Oui, d'accord, il y a eu un remake. C'est pas comme Congo, mais c'est bon. Quoi qu'il en soit, donc il avait la charge de s'occuper. Là, il commence donc à mettre en œuvre dans quoi il va exceller, donc l'animation image par image. Et puis donc après, son heure de gloire va arriver avec l'arrivée des années 50, où il va avoir la chance de rencontrer le producteur Charles Schneer. Charles Schneer, c'était un responsable du département effets spéciaux à la Columbia. Et à la Warner au départ, c'est dans ce cadre-là qu'il va il va pouvoir travailler sur des films genre Le monstre des temps perdus. Non, oui. Oui, It Came From the Sea, c'est après. Les Secours Volant Attaque. Volant Attaque, ouais, ouais, aussi. 57, ouais. Donc, qui fait partie des films cultes nanar SF avec OVNI. Mais surtout l'âge d'or, enfin ce qu'on a le plus en tête dans l'œuvre de Harryhausen, ça va être bien sûr quand ils partent en Angleterre et pour travailler pour la branche de la Columbia en Angleterre, où ils vont travailler sur la trilogie notamment des Sinbad, sur Jason les Argonautes et l'île mystérieuse. C'est dans ces films-là, des films donc d'aventure féerique, où notre personnage Sinbad va être amené au fil des péripéties à affronter moult créatures, crabes géants, cyclopes, etc. Donc faut dire aussi que c'est toujours beaucoup intéressant en fait à la mythologie. Oui, et tout que à fait. C'est vraiment c'est notre domaine de prédilection. Ça nourrit effectivement. Oui. Et on s'aperçoit aujourd'hui quand on revoit les films, et je sais que moi j'ai fait l'expérience il y a 2-3 ans, vu que j'avais travaillé sur le 7e voyage de Sinbad avec les petits, il y a toujours un effet qui fascine en fait, et qui peut effrayer aussi. Moi je me suis surpris qu'il y avait des gamins qui étaient effrayés par certaines apparitions. Alors c'est vrai que les gamins ils avaient 6-7 ans, mais ça fonctionne quoi. La magie est toujours là. Alors c'est vrai. Et puis il y a une technique d'animation. Et puis il y a une technique d'animation qui fait qu'au niveau des mouvements, il y a quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire que on voit pas que il y a pas ce côté mécanique, il y a pas c'est entre mécanique et irréel, donc c'est assez perturbant. Et surtout que justement le côté un peu, clairement même de notre génération, on voit ça à travers de sortes de statues, des statues qui se meuvent en fait. Et donc je pense que c'est ça en fait qui doivent perturber surtout les jeunes générations qui n'ont pas connu ça en fait au moment de leur sortie. Moi je pense au choc des Titans parce que nous on a été la génération, on a pu voir le choc des Titans 81, je crois, non c'est ça. Donc voilà, qui a été son dernier film. Et voilà, je pense que ces statues, voilà, avec cette technique de la stop motion et ces mouvements, je pense que c'est assez perturbant en fait pour les jeunes générations. Alors le procédé, il serait assez compliqué à expliquer. T'arriveras à le définir, toi, le procédé de la stop motion. Ouais. C'est du mouvement image par image, c'est-à-dire qu'un peu comme le même procédé, on pourrait même faire en fait le parallèle. Mr. Fox. C'est stop motion. Oui, ou même avec un autre, on va dire, même avec un autre support, par exemple dans Star Wars, les pods ou bien les AT-AT, donc comment dire, les pods impériaux en fait, les quadrupèdes impériaux, les pipèdes impériaux, en fait c'est l'animation stop motion. C'est un peu le principe du petit carnet, on fait un petit dessin, un petit bonhomme sur chaque page et puis on fait tourner les pages après. C'est une position de photo quoi. Voilà, en gros c'est une position de photo. Ce niveau, moi je faisais allusion au niveau de l'intégration des effets spéciaux dans l'image, où ça nécessitait un principe de deux émulsions. Enfin, j'ai lu, c'est très technique. Il y a le principe de la transparence aussi. Parce que c'est vrai que par exemple, la séquence la plus connue, c'est Jason les Argonautes, la séquence des squelettes, avec cette séquence où il y a en fait un effet de transparence, c'est-à-dire que les séquences de combat avec les acteurs ont été filmées dans un premier temps, et ensuite c'est projeté en fait sur un écran, et alors que l'écran est à on va dire 3 mètres de la caméra qui va de nouveau en fait filmer à quelques centimètres par contre pour avoir la même notion en fait d'échelle, donc alors que l'écran où sont projetés les acteurs qui ont été filmés dans un premier temps, on va dire sont en taille réelle, à quelques centimètres donc c'est un peu les effets de Méliès, à quelques centimètres en fait de la caméra. Donc il y a des squelettes en fait qui étaient en fait les créatures dans les créations de Ray Harryhausen qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de voir au Café des Images il y a quelques années, puisque Ray Harryhausen avait fait une tournée et était passé par le Café des Images et avait apporté en fait les fameux squelettes qu'on a pu tenir pour certains en fait dans nos mains, et donc voir en fait que ces petits squelettes qui ont on va dire totalement marqué toute notre imaginaire de notre jeunesse en fait ne sont que des figurines en fait de quelques 20 centimètres, et donc étaient collés en fait à l'écran, et ils projetaient en fait les acteurs et ce qui avait été filmé image par image derrière
derrière, et donc par un jeu de transparence, de vitres et surtout en fait de vidéoprojection, il animait en fait les squelettes pour qu'il y ait en fait la chorégraphie des combats, donc il y a une sorte d'interaction entre voilà. Mais ça dépassait encore ça parce qu'il y avait multiplication. Voilà, c'est aussi la jonction aussi entre, on va dire, les effets numériques modernes et l'époque de Méliès, aussi à Ray Harryhausen, parce que il utilisait les mêmes trucages avec, on va dire la profondeur de champ, les effets de transparence, les effets de calque et les effets, voilà. C'était un peu la fusion de toutes ces. Il appelait le procédé qui était appelé, c'était le dynamation. C'est ça, hein. Oui, il y avait dynamation, super dynamation à l'anglaise. Mais c'est vrai que, il supervisait vraiment, il supervisait tout de A jusqu'à Z, c'est-à-dire il concevait même les storyboards pour les séquences. Ça, on sait peut-être un peu moins, mais c'est vrai que là, on avait vraiment, ça a été le deuxième après Willis O'Brien a vraiment, je crois qui a suscité un engouement vers la génération suivante, qui fait que on a eu par la suite, parce que Harryhausen, le style Harryhausen a fait école. Tu dis qu'il y a une résurgence un petit peu du style Harryhausen avec notamment l'étrange de Monsieur Jack. Il y a un petit peu cet effet-là. Oui, non, mais c'est surtout des hommages en fait qui sont. Voilà, des hommages. Mais ceci dit, le fait de concevoir de A à Z, d'être artisan des effets spéciaux, ça a engendré pour le cinéma beaucoup des années 80, même fin 70, toute une génération donc de gars d'effets spéciaux qu'on retrouve plus maintenant, et je trouve ça désolant. Avant, tu pouvais citer largement des gars qui ont fait, je sais pas, il y avait Carlo Rambaldi, il y avait Chris Wallace, Rick Baker, Rob Bottin, John Dykstra, Douglas Trumbull qui est mort. C'est celui dont tu voulais me parler. Oui, exactement. Voilà. C'est Trumbull. Donc et vraiment, il y avait Stan Winston. Tu pouvais en citer des dizaines, des gars qui ont vraiment, où vraiment les effets spéciaux étaient mis au service vraiment d'un projet. Aujourd'hui, maintenant, et c'est pour cela qu'on a l'ère du numérique. Pourquoi c'est si fade aujourd'hui? Parce qu'on pense simplement le cinéma de l'effet. L'effet spécial n'est plus mis au service d'un film et d'un récit, mais on est simplement dans le cinéma de l'effet. C'est-à-dire, au lieu de penser histoire, on pense effet avant tout, et puis l'histoire, ça vient en deuxième roue de secours. Et moi, je sais pas, je dis pas qu'il est à l'origine de ça, mais c'est pour te tacler un petit peu, mais Cameron, je pense qu'il a à deux reprises, il a fait beaucoup de mal, je trouve, indirectement, avec Titanic, qui a accéléré le processus de l'utilisation de l'image numérique au cinéma. Et là, rebelote, il a accéléré le processus de l'utilisation de la 3D, et je trouve, avec ces deux moyens-là, il appauvrit énormément le côté du savoir-faire. Voilà, je trouve qu'il est, alors effectivement, il l'a inventé, on peut pas l'inégrer. Et quelque part, on peut pas lui reprocher que il y a une pélée de gars qui l'utilisent à mauvais escient, mais malheureusement, il a tué à deux. Enfin, je trouve qu'il a participé quand même à. Alors que paradoxalement, c'est comme lui qui a rendu parmi les meilleurs hommages à Ray Harryhausen, puisque si on se souvient, donc on parlait de Stan Winston tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, Trumbull, ça aurait dû aussi tilter, puisque Trumbull, c'est quand même celui qui était spécialisé des effets spéciaux sur 2001. Petit aparté que je ferme tout de suite. Oui, mais je connais pas toute l'équipe dans 2001. Moi, je connais que Kubrick. Mais oui, non, mais parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un aussi qui a fait même des films qui étaient. Silent Training. Silent Training, qui est un super, très joli film dans les années 70. Bref, mais il a fait beaucoup de choses. Maintenant, je vais retenir maintenant. Trumbull, donc tu regarderas. Et donc Cameron en 84 pour Terminator, il y a quand même toute cette séquence qui est très marquante, qui fait totalement appel aux mêmes techniques, parce que c'est exactement la même technique de projection. La guerre. Et comment ça s'appelle? La guerre, non. Non, c'est sur cette séquence de fin où on a en fait le Terminator qui, on va dire, qui est dans sa version mécanique, on dirait plus sa peau, qui se balade dans l'usine et qui se bat en fait avec Sarah Connor et John Reese. Et voilà, il y a toute cette séquence en fait de combat, et donc tous les séquences en plan rapproché, c'est en fait une sorte de marionnette qui est en fait coupée au buste avec des pauvres mecs derrière en train de les porter en dessous, plutôt en train de les porter. Mais toutes les séquences en fait en plan large où ils sont en train de combattre, c'est exactement en fait la même technique qu'avait utilisé Harryhausen avec la projection. On a ça dans Evil Dead 3 aussi. Oui, donc non, mais parce que tu dis que Cameron a tué un peu. Oui, mais c'est dommage parce que Cameron, mais bon, ces gens-là, il était aussi, il avait un savoir-faire. C'est lui qui s'occupait notamment de New York 97, du New York Nocturne avec les maquettes et tout. Non, mais il y avait aussi, encore une fois, il y a tous les gens des Star Wars, ceux qui ont participé à l'Empire contre-attaque. On parlait des quadripônes impériaux, des pépépônes impériaux. Tout ça, en fait, c'est des jeunes gens qui avaient 20 ans et qui ont été baignés par Ray Harryhausen. Je suis désolé, mais quand on revoit encore aujourd'hui, je revois les films des années 80, c'est pas la nostalgie qui parle, mais je reste encore bluffé, en fait, par les effets spéciaux, même s'ils sont un petit peu datés,
avec les moyens qu'ils utilisaient et ça me touche encore. Est-ce que parce que je les ai découverts quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, moi, ça me touche moins les effets numériques, ça me bluffe pas, quoi. C'est comme ça, mais. On peut se féliciter, ou du moins on peut, comment dire, 1, 2, 3. On peut apprécier l'intégration, je pense que c'est un peu le terme. Hein. On se faisait après, sur le 17pi, on apprécie. Alors là, je conteste pas, parce que pourquoi on n'est pas simplement au cinéma de l'effet, il y a quand même un récit, il y a quand même un sujet. Il n'y a plus le côté magique, en fait, derrière. Voilà. Donc voilà. Alors, une dernière chose, Ray Harryhausen aussi, qui s'occupait ce qui faisait la force de ces films-là aussi, c'est aussi les partitions qui étaient écrites pour ces films. Parce que si on se limitait simplement aux effets spéciaux d'Harryhausen, sans la bande son, je pense que ça marcherait beaucoup moins, on en garderait un moins grand souvenir, parce que la dimension si terrifiante, elle était apportée par la musique. Et d'ailleurs, Harryhausen en parle longtemps dans son bouquin de mémoire, il parle de sa collaboration avec Bernard Herrmann. Et Herrmann aussi, s'il reste dans les esprits des cinéphiles comme le collaborateur de Wells et de Hitchcock, il reste aussi pour les partitions très très surchargées, c'est pas péjoratif, mais très je cherche le terme. Oui, là, je vais pas pouvoir t'aider. On peut en écouter un morceau. Enfin, toujours très en phase directe avec chacune des créatures était très dense. Oui, très puissante, très évocatrice. D'accord. Et il trouvait toujours un gimmick musical. En recourant bien sûr à un arsenal notamment de percussions assez hétéroclites. Hein. Il prenait un petit peu des percussions de tous les pays pour créer une sonorité, enfin un magma, c'est construit, mais une sorte d'univers sonore qui soit aussi décalé que les personnages qui apparaissaient comme à un moment donné du film. Alors, je pense qu'on peut écouter notamment le motif, le duel avec le skeleton, où il utilisait bien sûr des castagnettes, il intégrait aussi des sons de fouet dans ses partitions, pour donner ce côté un petit peu le côté cliquetis des os qui se heurte au combat. Donc on peut s'entendre. Oui, ce morceau il est très court, puis ça me permettra de faire une petite respiration musicale avant de passer à la suite. Et puis on peut quand même citer quelques films qu'on peut conseiller aux gens s'ils veulent se découvrir l'univers de Ray Harryhausen. Moi, je pense qu'on peut conseiller Choc des Titans. La trilogie des Sinbad. Voilà. Il y a aussi un film qui est très bien, c'est Les Premiers Hommes dans la Lune. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Qui est pas mal. La Vallée de Gwangi, qui est sympa, un petit peu kitsch, qui préfigure Jurassic Park. Et puis je sais plus ce qui. Il n'a pas fait d'entier en fait. Aussi, Mystérieuse, qui est très, très qui est la suite de Nuit sous les mers. Ouais. Donc voilà. Et on va s'écouter ce morceau. Et puis je pense qu'on enchaînera directement après avec Mud, puisqu'il est déjà 20h45. Et je me réserverai ou garderai cette petite réflexion autour de ce blockbuster Iron Man 3, je pense, pour la semaine prochaine. Surtout si quelqu'un dans l'équipe a l'occasion de voir. Je dois Florent. Voilà. Ou t'as pas besoin de voir. Je dirais pas voir un blockbuster. D'accord. Et écoutez, je me garderai cette petite réflexion que je partagerai avec les auditeurs. Et ça sera la semaine dernière. Mais on va s'écouter un petit peu extrait de film donc c'est Voyage de Sinbad, hein, c'est ça. Ouais. Et voilà, pour rendre hommage à ce grand monsieur qui nous a quitté la semaine dernière. Et on se retrouve tout de suite après.